Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est une copine, puisqu'elle est une collègue de Sud Radio, puisque tous les matins, enfin c'est du lundi au jeudi, l'édito d'Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit, 8h10. Bonjour Elisabeth, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes également la directrice de la rédaction du magazine Causeur, mensuel qui vit sans publicité. Oui, c'est pas un choix, uniquement sur abonnement. Et on vous retrouve en kiosque aussi. On peut l'acheter en kiosque, pas que sur abonnement. C'est idiot ce que j'ai dit. Allez l'acheter en kiosque. Il faut l'acheter en kiosque, effectivement. Et on vous retrouve également chez Pascal Praud pour ceux qui vous suivent sur CNews. Quand vous dites que c'est pas un choix, ça veut dire que personne ne veut annoncer dans votre journal? Alors ça veut dire qu'on a souvent parlé avec des chefs d'entreprise qui nous disent « J'adore Causeur », comme s'ils allaient à la maison close. mais je peux pas le dire. Alors quand vous creusez, pourquoi vous pouvez pas le dire? Parce que Le Monde et d'autres journaux comme ça, alors maintenant ils disent plutôt ultra conservateur que d'extrême droite, parce que j'ai pris mon téléphone, mais on se rend pas compte à quel point ces calomnies si vous voulez, sont pesantes. Vous avez les Sleeping Giants aussi. On a les Sleeping Giants. Moi, un jour, j'ai appelé la fille du Parisien. Je lui ai demandé pourquoi vous nous appelez d'extrême droite. Vous avez lu quand Causeur pour la dernière fois? Elle a... Mais ça fait longtemps, je reconnais. Je lui ai dit oui, d'accord. Vous l'avez jamais lu, mais vous nous cataloguez quand même d'extrême droite. Alors, comment vous le qualifieriez-vous? Alors, moi, je disais qu'on était intello et rigolo. Il y a une sensibilité que je dirais plutôt monde d'avant. Conservateur, mais en fait, Causeur, c'est un chaudron de sorcière. Ouais. C'est moi la sorcière. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'adore faire venir des gens inattendus. Je disais, j'ai couru pendant très longtemps, par exemple, après Ouria Boutelja, qui doit être à peu près ce qu'il y a de plus loin idéologique de moi. Bon, elle veut pas me parler, mais vous voyez, moi, je suis pas du tout fermé à faire venir des gens avec qui... Moi, j'aime le désaccord, en fait. Ouais, et le désaccord, vous l'aviez avec Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui est en une de Causeur ce mois-ci. Je ne veux pas la mort de CNews. Et donc, là aussi, Delphine Ernotte et le service public, on ne peut pas vraiment dire que vous soyez tendre avec eux. Comment ça s'est passé et elle a accepté tout de suite votre... Oui, l'interview, ils l'ont accepté assez facilement. C'est-à-dire qu'en fait, quand je leur ai dit que j'allais faire au départ... On s'est dit que dans le moment, avec toute cette affaire de l'Arcom, de Conseil d'État, etc., il fallait faire quelque chose autour du pluralisme. Et donc, puisque tout le monde y a pensé, si on enquiquine CNews et le service public, alors... Et il faut bien dire que France Inter, on l'a déjà fait 3 fois. Donc il faut varier les plaisirs. En revanche, on n'avait jamais fait France Télé, donc je me suis dit, donc j'ai appelé les gens qui travaillent avec Delphine Ernotte, j'ai dit, je vais faire un papier sur France Télé. Là, branle-bas de combat, non. Et je les ai convaincus, et d'ailleurs, ils ont été vraiment très intelligents. Ils m'ont, comme on dit en Suisse, déçu en bien. Je leur ai dit, l'article sera de toute façon meilleur si vous me parlez que si vous ne me parlez pas. Parce que d'abord, je suis honnête, et puis je suis gentil, donc de voir des êtres humains, c'est toujours plus compliqué. Donc, voilà. Ça crée un lien, une relation. Et il faut dire aussi que par rapport à Delphine Ernotte, ça je le prends aussi à ma charge, on fait tout ça, c'est-à-dire que on se fait une opinion. A priori. On se fait une opinion. Non, mais ces a priori, ils sont fondés sur quelque chose. Ils sont fondés sur des déclarations publiques. Mais en gros, le mal blanc de plus de 50 ans, la télévision telle qu'on voudrait, la France telle qu'elle est, et telle qu'elle voudrait qu'on soit. On montre la France telle qu'elle voudrait qu'elle soit et pas telle qu'elle est. Donc là, si vous voulez, et j'avais d'ailleurs fait une des chroniques ici un matin. Donc, si vous voulez, armé de ces quelques déclarations et de sensation, si vous voulez, un peu impressionniste sur ce qu'on voit à l'écran de France Télévisions, des souvenirs de France 5, de quelle époque, et qui sont pas non plus tout à fait exhaustifs. J'étais quand même parti avec beaucoup d'a priori. Et puis il y a un truc qui d'abord ils m'ont fait rire parce que la première chose qu'ils me disaient tous, c'est attention, nous on n'est pas France Inter quand même. Et c'est vrai. C'est pas France Inter. Donc Delphine Ernotte, moi j'ai trouvé une femme très ouverte, plus ouverte que ce que je croyais. Je m'attendais un peu à trouver une passionnariat woke. Vous voyez, c'est quand même pas le genre. On peut tout à fait. C'est une chef d'entreprise. Est-ce qu'elle n'a pas été obligée d'arrondir un peu les angles? Il y a des réponses un peu à la mort de CNews. Évidemment, elle peut pas vous dire oui, je veux la mort de CNews, non? D'abord, ils ont accepté qu'on le mette en une. Deuxièmement, quand autour d'elle, des gens se sont inquiétés en disant oh là là, on va avoir des ennuis avec l'Arcom, je leur ai dit mais vous savez, Roch-Olivier Metz, c'est très bien ce que je pense. Et je crois, au contraire, si vous voulez,
Elle aurait pu me dire, elle aurait tout à fait pu se défausser et dire, écoutez, c'est l'Arcom, je ne veux pas m'en mêler. Non, je pense que c'est très important que Delphine Ernotte, qui est quand même France Télévisions, c'est la place de la concorde des médias, si vous voulez, audiovisuels. Donc, que Delphine Ernotte se prenne position pour la liberté, parce que moi, j'attendais cela de toutes les rédactions. J'attendais une levée de boucliers en masse sur le thème, nous ne partageons pas leurs idées, mais nous nous battrons pour qu'ils puissent les exprimer. Ça n'a pas eu lieu. Et c'est très grave. Et donc, j'ai trouvé que dans ce climat où des gens sont prêts, si vous voulez, à toutes les censures parce que vous êtes considérés comme les méchants, eh bien, qu'elles disent ça, moi, j'ai trouvé que c'était pas rien. Alors après, on peut dire, ah bah oui, comme me l'a dit, je sais plus, je crois que c'était Gabriel Cluzel, elle m'a dit, ah bah c'est ça, on en est là maintenant. On en est à se féliciter parce que, bah oui, on en est là. Est-ce qu'elle a relu l'article? Il y a une demande de relecture de la part de France Télévisions. Moi, je fais toujours relire mes interviews. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que autant quand on fait une interview comme vous, d'accord, on va pas couper machin, on est effectivement saisi dans le tac au tac, dans l'improvisation. L'écrit, c'est fait pour vous permettre d'accoucher d'une pensée. Et par ailleurs, vous voyez bien, je garde le ton de la dispute un peu, parce qu'il y a des moments, elle me renvoie dans mes buts, vous moi dites je m'énerve. un point, vous avez marqué un point. Donc, si vous voulez, je fais toujours relire. Donc oui, elle a relu, et honnêtement... Elle n'a pas changé grand-chose. Pas énormément de choses. Non, il y avait, si vous voulez, dans la conversation, des fois, on se laisse aller à dire des trucs sur X, Y ou Z qui, évidemment, ont été enlevés. Parce que on a passé 2h30 au Café Beaubourg, donc ça a duré longtemps. Après, 2h30, après, il a fallu en enlever. Mais il y avait quelqu'un d'autre avec vous? Il y avait la communicante de Delphine Ernotte, qui s'appelle Muriel Attal, et justement, qui, elle, a tout de suite dit, c'est elle qui a plaidé ça. Elle a dit, c'est idiot de refuser. Donc j'ai rencontré ensuite beaucoup de gens de la direction, j'ai parlé à des journalistes, j'ai parlé à des... Bon, après, évidemment, c'est la règle du jeu, tout le monde parle off, évidemment. Bien sûr, et surtout les vacheries, toutes les vacheries. Il y en a eu des vacheries? Ah bah oui, par exemple, vous voyez bien là ce qui est dit dans le papier surtout, mais même, oui, il y a eu quelques vacheries dans l'interview, mais que je ne répéterai pas. Mais dans le papier, vous voyez bien que, par exemple, là c'est celui qui vient en tête, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Tristan Warlex, le complément d'enquête, le présentateur et je crois le journaliste de complément d'enquête. Et là, en disant des horreurs qui se prenaient ils se prennent tous pour Jeanne d'Arc là-dedans. Et vous avez, c'est tout un dossier qui est consacré à la télévision publique. Il y a l'Office du soir, c'est l'émission C'est ce soir, ni vraiment woke, ni vraiment engagé politiquement, qui diffuse la bonne parole. Il y a quand même beaucoup d'émissions sur France Télévisions qui sont dans cette optique-là. C'est ce que je lui avais dit. Le problème en réalité, c'est que... Alors elle vous dit, j'interviens pas dans les programmes. Ce qui, je crois, vous savez, c'est très compliqué d'être patron de l'audiovisuel public, parce que on peut pas tellement, par exemple, France Inter, vous pouvez pas reprocher aux directions, si vous voulez, le parti pris idéologique complètement dingue qu'on entend à l'antenne. En réalité, les rédactions, surtout, ils peuvent intervenir sur les mags, c'est pas vrai, ça, pas les fictions, si vous voulez, ils interviennent quand même, sinon ils serviraient à rien. Mais attention, la rédaction, c'est un territoire autonome, et surtout, il ne faut pas il faut prendre des formes pour leur demander quelque chose. Donc en réalité, vous avez des rédactions en roue libre. Par ailleurs, c'est ce que je dis dans le papier, plutôt qu'un parti pris très clair que vous pouvez repérer dans certains... C'est plutôt un ronronnement. Un ronronnement qui est sur le mode de l'évidence, vous voyez, pour eux, par exemple, ou dans une façon, par exemple, les sujets sur l'immigration, c'est toujours du pleurnichage. Jamais, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quand même, au moment de l'affaire Lola, on a dit que la meurtrière était sous OQTF. J'ai dit, bah alors là, vraiment, bravo. Mais finalement, quand on regarde les votes des Français, qu'on regarde un peu la photographie de la France, est-ce que les médias représentent vraiment ce que sont les Français ?
Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec cette question de la représentation, parce que si vous voulez, à la fin, on finit par compter toujours. Alors, il faut tant de machins, tant de trucs, il faut tant... Donc, ce qu'on veut, si vous voulez, par exemple, d'un point de vue... Moi, je me fous complètement de la représentation des hommes, des femmes. Ça, je m'en fiche. Ouais. Les gens qui... Pas elle, hein, vous dites... là-dessus, on a un gros désaccord, d'ailleurs. Là-dessus, on a un gros désaccord. Moi, je pense, je fais toujours la même blague, mais bon, c'est pour s'endormir, on compte. Alors, on compte les femmes, les arabes, les noirs, les juifs, ce que vous voulez, mais ça m'énerve. En revanche, je trouve ça toujours bizarre que les gens épris de diversité s'intéressent si peu à la diversité idéologique qui me semble, elle, beaucoup plus importante. C'est-à-dire, je veux, moi, que tout l'éventail soit représenté. Alors, je ne dirais pas qu'il l'est toujours à égalité, je dirais que quand même... si vous voulez, l'argument m'a été donné par Stéphane Sidbon Gomez. Il m'a dit, écoute, qui est le directeur des programmes, voilà, il m'a dit, écoute, moi, c'est que tout le monde traite d'extrême gauchiste parce qu'il a été, quand il avait 24 ans, avec Eva Joly. Avec Eva Joly et Cécile Duflot, non? Et non. Duflo aussi. Bon, il avait, franchement, en tous les cas, j'ai pas le sentiment que dans son boulot à France Télé fasse cela. Mais il m'a dit, écoute, moi, c'est simple, j'ai besoin que tout le monde me regarde. J'ai besoin, je ne peux pas. France Télé a besoin que toutes les catégories de Français nous regardent, et ça ne m'a pas échappé qu'il y en a 30% qui votent pour le RN. Donc, je ne peux pas les insulter à longueur de temps. Voilà, et c'est vrai. Par rapport, il y a toujours le point de comparaison, hein, pour moi c'est France Inter. Sur France Inter, vous êtes un électeur à Rennes, en fait vous allumez votre poste, vous vous faites insulter. C'est simple. Mais vous allez voter pour Bardella aux européennes? Mais ça vous regarde pas de quoi je me mets. Mais est-ce que vous avez cette tendance-là ou pas alors finalement? D'abord ça vous regarde pas. Vous voulez l'afficher? Non mais ça vous regarde pas. Et en tous les cas, Causeur n'a pas cette tendance-là. Et pour tout vous dire, pour l'instant je ne sais même pas pour qui je vais voter pour les européennes. Mais quand bien même, non, je ne vous dirai jamais pour qui je vote, mais c'est incroyable. Ce que je dis, c'est que lisez mon journal. Vous verrez que ce journal n'est pas un journal qui défend des thèses extrémistes. Mais entre nous, si vous voulez, par ailleurs, je pourrais vous citer 15 000 désaccords. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que le parti de Marine Le Pen soit un parti vraiment fasciste, si vous voulez. Ou alors le fascisme a bien changé de définition. Non, pour moi, tout le monde est dans l'arc républicain. Quand vous voyez des parodies sur vous, quand vous traitez d'alcoolique ou des choses comme ça, vous le prenez comment? Moi, ça me fait plutôt marrer. Franchement, non mais ça dépend. Je sais pas pourquoi on me traite d'alcoolique d'ailleurs. Peut-être que quand j'avais 30 ans, je devais faire un peu trop la fête. Mais bon, oui. Peut-être la manière de moi, je vous ai jamais vu parler. dans les locaux. Non. Mais en plus, si je l'étais, d'abord, ce serait une maladie, ce serait pas gentil. Mais je pense que si je l'étais, si vous voulez, ça se verrait finalement à un moment. Donc, non, moi, si vous voulez, par exemple, dans cette fameuse parodie, le moment où je dis je vais te faire un couscous chéri, mais j'ai éclaté de rire. Moi, ça m'a fait... Des fois c'est méchant, des fois c'est pas méchant, mais honnêtement... la liberté d'expression. Mais oui, puis moi, franchement, je me prends pas assez au sérieux pour interdire qu'on rigole de moi. Les attaques sur Twitter, sur réseaux... Vous les regardez les réseaux? Non. Je le regarde. Alors je le dis pour tous les gens qui passent leur temps, si vous voulez, à écrire des horreurs sur moi. Je leur dis, ça me fait plaisir qu'ils perdent leur temps à le faire et qu'ils vous ne les lisez pas. Une chose, je ne les lis jamais. Et maintenant, tous mes amis savent que c'est pas la peine de venir me dire je ne regarde pas. Je regarde les parodies parce que ça c'est rigolo. Franchement, la parodie là sur l'heure des pros, il y avait des trucs drôles quand même. Même le titre là. Un couscous tous pour un, moi ça me fait... Bon, je suis facile, hein, je suis un public facile. Est-ce que vous allez faire la même interview avec Sybille Veil? À mon avis, elle n'acceptera pas et à mon avis, ce sera plus difficile de lui arracher... Vous n'avez pas fait la demande? Non. Je n'ai pas fait la demande et puis surtout, je ne vais pas passer ma vie, à interviewer. Non, en plus, si vous voulez, je pense que là, pour le coup, je vous ai dit, France Inter, on l'a déjà fait, refait, surfait. Bon, c'est bon, là. J'en ai marre de taper sur France Inter, même si ça ne fait absolument pas progresser. Interview intéressante de Delphine Ernotte, donc à retrouver dans Causeur, et puis tout le dossier qui suit, France Télévisions, l'ami progressiste, où vous décortiquez un certain nombre de programmes. Et puis tout un dossier consacré à Philippe Meuret, évidemment, dont un ouvrage vient de sortir posthume. Les deux derniers tomes de ce journal, et je les recommande vivement parce que là, vraiment, ça décape. Allez, c'est à retrouver en kiosque, le mensuel Causeur qui vient tout juste de sortir. Merci à vous, Elisabeth Lévy. On se retrouve dans un instant pour la suite.
Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Delphine Souchon. Bonjour, vous êtes la directrice marketing France chez Mattel. Alors Mattel, quand on dit Mattel, on pense Barbie, mais Mattel, c'est beaucoup plus que Barbie. C'est Fisher-Price, c'est Uno, c'est American Girls, Mega, Monster High et Hot Wheels. Et on va parler de Hot Wheels avec vous, avec Mattel, qui, on l'a vu avec le film qui a eu le succès incroyable, se lance dans la production audiovisuelle. C'est ça? Bonjour. Oui, tout à fait. C'est vraiment un projet aujourd'hui, une stratégie de groupe de développer de plus en plus de contenu autour de nos marques, effectivement, nos marques iconiques dans l'univers du jouet, qu'on veut étendre au-delà de l'univers du jouet. Alors quand vous êtes arrivé, qu'on a dit Mattel, alors oui, Barbie et Hot Wheels, notre réalisateur a dit mais je me souviens, j'avais les petites voitures. Ça a commencé quand, Hot Wheels? Alors Hot Wheels, la marque a été créée en 1968, donc ça fait déjà pas mal d'années. Et donc effectivement, c'est une marque, c'est la première marque, c'est le jouet le plus vendu au monde aujourd'hui. Ah oui, devant les Barbies. Devant les Barbies. Pour juste vous donner un exemple, on vend à peu près 16 véhicules au monde par seconde. C'est énorme. Il y a plus de 25 000 modèles aujourd'hui qui existent. Et tous les ans, bien évidemment, on renouvelle avec plein de nouvelles petites voitures, plus d'une centaine chaque année. Comment on se renouvelle, justement, sur les avec formes, des nouveaux designs, des nouvelles formes. On a toujours plein de choses à réinventer dans l'univers d'Hot Wheels. Et il y a combien de voitures qui existent? Aujourd'hui, il y a 25 000 modèles. 25 000 modèles. Est-ce qu'il y a un second marché? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui recherchent la première voiture et autres? Bien sûr, il y a beaucoup de collectionneurs. Ah oui. Il y a beaucoup de collectionneurs dans ces. Alors, Hot Wheels, c'est une marque à destination des enfants, bien sûr, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'adultes fans et qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres événements avec Hot Wheels et qui adorent les véhicules, donc ils vont rechercher effectivement des premières voitures Hot Wheels. Et elles coûtent combien, vous savez ou pas? Non, je ne saurais pas vous dire. Je pourrais vous redonner l'information, mais là, je ne sais pas. Alors, Hot Wheels Let's Race, le premier épisode est disponible sur la chaîne YouTube et sur Netflix Junior. Donc, c'est un dessin animé qui met en scène les voitures Hot Wheels avec toute une série d'aventures. Exactement, c'est la première série animée qu'on lance donc sur la marque Hot Wheels. Donc, le premier épisode qui a été effectivement lancé sur YouTube avec sur la chaîne donc Netflix Kids est maintenant disponible depuis le 4 mars sur Netflix. Donc, il y a 10 épisodes déjà qui sont disponibles sur une série de 20 et qui ont déjà rencontré leur public puisque sur YouTube on a déjà eu plus de 6 millions de vues en 7 jours, donc c'est plutôt très très bien. Pour un démarrage, le monde ou pour la France? Pour la France. Pour la France, 6 donc millions de vues pour la France. C'est déjà un très très beau démarrage et là sur la plateforme ce matin j'ai regardé avant de venir vous voir, la série est numéro 6 sur Netflix, donc c'est plutôt déjà pour un lancement c'est hyper encourageant. Alors c'est fait pour vendre des jouets ou c'est les jouets qui sont faits pour regarder la série? Je pense que c'est les deux. Donc dans la série, vous retrouvez tout l'univers de la marque Hot Wheels, puisque vous retrouvez tous les véhicules miniatures dont on a parlé, les playsets. La série se passe. Circuit, il y a tout le circuit dans la ville. série se passe dans Hot Wheels City, qui est construite avec donc tous les playsets qu'on peut retrouver dans les magasins, et la formation des stagiaires qui viennent pour devenir des futurs pilotes, puisque c'est ça aujourd'hui la série, se trouve dans l'Ultimate Garage, qui est le grand garage qu'on peut retrouver sous les sapins de Noël en fin d'année. Donc un jouet emblématique de la marque Hot Wheels. Et la stratégie pour vous qui êtes directrice du marketing de passer justement à la production audiovisuelle, elle correspond à quoi? Parce que ça arrive finalement assez tard. Ça arrive assez tard. C'est vraiment aujourd'hui un axe stratégique du groupe. Donc c'est pas que pour Hot Wheels. C'est vraiment sur toutes nos marques aujourd'hui, en tout cas la majeure partie. L'objectif, c'est de passer vraiment d'une société de jouets à une société d'entertainment pour pouvoir justement diversifier nos cibles de consommateurs et aller là où ils se trouvent. Donc on le retrouve via le contenu, l'univers du gaming, dans les live events. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent sur nos marques pour aller vraiment élargir nos cibles et être présents là où nos consommateurs sont présents. Ça veut dire que vos prochains jouets, ils devront être diffusables en télé. Disney fonctionne comme ça, c'est-à-dire que souvent les dessins animés ou les personnages sont créés pour qu'ils puissent avoir du merchandising derrière, et donc parfois les dessinateurs redessinent pour pouvoir que ça puisse exister dans le monde réel. Ergonomique. Oui, ça soit ergonomique. Est-ce que il y a aussi maintenant cette décision lorsqu'on crée un jeu en se disant est-ce qu'on pourra faire une adaptation, est-ce qu'on pourra faire du merchandising, est-ce qu'on pourra...
Alors, pas toujours. Bien évidemment, c'est vraiment un axe de développement aujourd'hui pour le groupe. Et on le retrouve, par exemple, dans l'univers de Barbie, où il y a beaucoup de séries où on retrouve les jouets qui sont associés. Polly Pocket, Monster High, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et Hot Wheels. Après, on a d'autres marques emblématiques, comme une marque comme Fisher-Price, qui a plus de 90 ans aujourd'hui, où là, on n'est pas forcément sur du contenu. On va aller sur d'autres catégories de produits, mais pas sur ce type de divertissement. Donc, ça dépend de nos marques. Toutes les marques ne sont pas adaptées. La voiture de Barbie, elle existe en Hot Wheels ? On a une Corvette, effectivement, Barbie décapotable, qui a été déjà lancée notamment avec le film Barbie, et qui a connu aussi un succès. Un grand succès. Oui, quand même, belle voiture. C'est plutôt pas mal quand même. Le succès effectivement du film Barbie qui fête ses 65 ans cette année. Effectivement. Alors après le succès du film et l'année, on l'a appelé l'année rose quand même, le raz-de-marée rose. Là, effectivement, cette année, c'est le 65e anniversaire, donc encore beaucoup d'actualités autour de la marque Barbie. On a lancé justement le 8 mars avec les Journées internationales des droits de la femme, le lancement de l'anniversaire de Barbie, puisque Barbie est née le 9 mars. Oui, elle est née le 9 mars, pardon, et il y a beaucoup de choses, justement, Barbie s'est adaptée à la société. Vous nous avez apporté une Barbie, j'étais étonnée de voir qu'elle était un peu plus ronde que celle que j'avais pu connaître dans mon enfance. Donc vous avez accompagné la transformation morphologique des Barbies, et puis je sais, pour reconnaître... du Rainbow Flag. Et puis pour bien connaître Barbie depuis longtemps, vous avez aussi mené beaucoup d'opérations pour émanciper les petites filles avec des messages. J'ai participé une fois d'ailleurs sur le métier de journaliste avec une petite fille. Il y a eu des chefs de mettre en avant des métiers de femmes. Tout à fait. Alors pour revenir à votre premier point sur la morphologie, effectivement, depuis maintenant 2016, on a diversifié la poupée Barbie. On a aujourd'hui plus de 175 looks de Barbie avec différentes morphologies, différentes carnations de peau, différents types de cheveux. Oui, mais quand vous faites Barbie handicapée, c'est du marketing, est-ce que... Non, c'est vraiment l'idée derrière, c'est que toutes les petites filles puissent s'identifier à la poupée Barbie. Ça veut dire qu'une petite fille en fauteuil roulant ne peut pas s'identifier à une Barbie normale ? Bien sûr que si, mais vous avez le droit, mais vous avez le droit aussi de retrouver le modèle qui vous correspond dans les poupées Barbie. Effectivement, par le passé, la Barbie, elle était blonde, plutôt mince, comme vous le disiez. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être la marque la plus inclusive du marché et de permettre à toutes les petites filles de se retrouver dans les modèles de Barbie. C'est pour nous important. Et vous parliez justement aussi de toutes les causes que l'on défend, et notamment de s'associer effectivement à des rôles modèles. Vous avez mentionné Hélène Darroze notamment, il n'y a pas eu qu'elle, il y a eu Amandine Henry ou d'autres. L'objectif, c'est justement de pouvoir aussi offrir aux futures générations la possibilité de se projeter, de voir des rôles modèles, des femmes inspirantes qui ont réussi, et de pouvoir permettre aussi aux petites filles d'accéder à ces rêves. Je reviens juste... Je ne peux pas vous dévoiler tous les secrets de Mattel, je reviendrai. Pour revenir à Hot Wheels, alors là, on n'est pas dans, c'est plus politiquement correct, la vitesse. Ça vous pose un problème ou pas ? Non, alors le contenu, il est effectivement, on est dans la vitesse, l'adrénaline, les challenge accepted, c'est vraiment... Mais il y a la sécurité routière, tout ça. Comment vous, justement, on a vu la communication avec Barbie sur l'émancipation des femmes. Est-ce qu'il y a des conseils de sécurité routière avec Hot Wheels ou pas ? Alors, avec Hot Wheels, on est vraiment dans une série animée, c'est du fantastique, on n'est pas dans la réalité comme avec Barbie. Donc dans le contenu, vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'humour, il y a des personnages intrépides qui relèvent des défis, mais vous pouvez voir des dragons dans la ville, des pizzas volantes, faut aller attraper un hot dog avec une voiture qui a un pouvoir magique. Enfin, on est vraiment dans ce côté fantastique et très humoristique. Donc ce qui est assez incroyable, c'est que toute la production s'est fait en interne de Mattel. C'est une production de Mattel, Mattel Télévision, tout à fait. Pour Netflix. Tout à fait. Mais ça ne vous pose pas de problème, vous, aujourd'hui, en tant que directrice du marketing, toutes ces injonctions qu'il peut y avoir autour de, parfois, ce qu'on peut expliquer, ce qu'on peut appeler du wokisme ou de la bien-pensance. C'est-à-dire, justement, sur les voitures, est-ce qu'il y a un moment où, quand on est à un poste stratégique, on se dit comment on va communiquer sur la vitesse ou sur les voitures polluantes. Encore une fois, c'est pas l'univers du jeu du tout, mais vous êtes obligé d'en tenir compte. On en tient compte, bien sûr. Après, l'objectif, encore une fois, là, on est sur une série animée à destination des enfants de 4-6 ans. On est vraiment sur ce côté relève des défis, dépassement de soi. Donc, on n'est pas du tout dans ce genre de choses. Alors, il y a d'autres événements. Il y a Monster Truck Live Show qui sont passés par la France. Tout à fait, en février à l'Arena. Un peu ce que c'est. Alors, Monster Truck Live Show, c'est un show, vraiment un show à l'américaine, avec des voitures. Donc, on peut retrouver
retrouver dans la gamme Hot Wheels, les Monster Truck, qui sont des voitures avec d'énormes pneus qui font des cascades et qui s'illuminent. Donc c'était un show qui a eu lieu à la Défense Arena, à destination donc des enfants mais aussi des adultes, où il y a eu des cascades avec justement des modèles que l'on retrouve aussi dans l'univers du jouet. Donc ça, c'est un événement qui a eu lieu en début d'année, et aussi au mois de juin, on a lancé là les candidatures. On a le Legends Tour, donc qui est aussi une compétition où là, ce sont des gens qui customisent des voitures, qui personnalisent leurs voitures pour participer à un grand concours international. Et on est en partenariat donc avec les 24 heures du Mans. Donc la finale se déroule aux 24 heures du Mans. C'est la 2e année qu'on fait ça. Et on voit qu'il y a énormément de fans adultes justement qui adorent l'univers d'Hot Wheels. Ça veut dire qu'ils mettent des autocollants Hot Wheels. Alors ça va bien au-delà des autocollants. C'est vraiment, ils recustomisent complètement la voiture. On a vraiment des modèles extraordinaires. L'année dernière, on avait des finalistes qui avaient présenté des modèles incroyables, et après qui vont donc jusqu'à, pour le dernier le vainqueur français va après sur la compétition aux États-Unis pour voir sa voiture, s'il est sélectionné, reproduite en format dans l'univers du jouet. Ah, génial. Ça veut dire qu'il gagne sa voiture. Exactement. Et après, la voiture est commercialisée à travers le monde. Il y a déjà un Français qui a gagné ou pas? Alors non, mais là c'est que la 2e année pour nous. C'est que la 2e année. Cette année, on peut gagner. Vous allez peut-être gagner. Le dessin animé, il est, comme vous le disiez, un peu dans l'univers du fantastique. Il y a des voitures, des véhicules hors normes, avec des courses où on part dans les airs. C'est hyper bien fait. On a eu la chance de pouvoir voir les épisodes comme ça, avec évidemment les culbutes dans le ciel, les loopings et autres. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Oui, j'imagine que le choix de Netflix, c'est parce que vous êtes une marque internationale et que vous avez choisi une plateforme qui pouvait diffuser Hot Wheels dans le monde entier. Alors, c'est un lancement mondial. Effectivement, là, le lancement a eu lieu pour le monde entier le 4 mars. C'est un partenaire de choix aujourd'hui pour nous au niveau de Mattel, au niveau du groupe. Après, on a d'autres partenaires aussi, en franco-français. En tout cas, on a notre partenaire Gulli qui diffuse beaucoup de nos contenus, pas seulement du Barbie, du Polly Pocket, du Monster High. Donc, on a aussi des partenaires. Polly Pocket, c'est chez vous aussi. Polly Pocket, c'est chez nous. Ça a perdu un peu, non? Alors, Polly Pocket, il y a aussi des grands projets, et notamment dans l'univers de l'entertainment. Il y a un film aujourd'hui qui est en projet, avec notamment à la tête d'affiche Lily Collins, qui a fait Paris. Donc, on a aussi des beaux projets pour la marque Polly Pocket. Parce que, Polly Pocket, j'ai connu, moi, la grande époque de Polly Pocket avec mes filles, et depuis, on en entend moins parler. Alors, ça reste une marque extrêmement forte dans l'univers du jouet, bien sûr. C'est une marque qui, aujourd'hui, ça fait partie des marques que l'on veut développer justement comme une franchise qui fête ses 35 ans cette année. Donc, on va aussi... 35 ans, Polly Pocket. Oui, incroyable. 35 ans. Incroyable. On vous réinvitera pour avoir des avec plaisir. Et puis des Uno, et puis des Fisher Price. Il y a beaucoup de choses à dire. Et American Girl, ça existe en France? Non, American Girl, ça n'existe pas en France. Ces poupées qui sont incroyables. Alors, je vais vous poser la question qui divise le monde, que j'ai posée récemment à une autre personne. Est-ce que lorsque je joue au Uno, je peux enchaîner les différentes cartes? Est-ce que je peux bien sûr, c'est V Junior. C'est bien sûr, c'est V Junior qui a fait un numéro sur tout un dossier. Est-ce que je peux mettre x2 et puis après retour en arrière plus x2? J'ai envie de vous dire, chacun a ses propres règles au Uno, et c'est ça qui fait son succès. Il y a des règles officielles. Normalement, on n'est pas censé démultiplier normalement, mais en fait, tout le monde joue, et on sort un nouveau Uno cette année, qui est sorti, le Uno No Merci, où vous pourrez justement enchaîner et faire ça. Exactement. Donc Hot Wheels aussi. Voilà, on viendrait toutes les semaines. Hot Wheels Let's Race. Donc les premiers épisodes sont disponibles. Il y en a combien? Vous m'avez dit 8. Alors il y en a 10 sur la plateforme déjà, 10 sur, et la série sur Netflix. Voilà. Donc ça rappelle des souvenirs. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Delphine Sechon ce matin sur Sud Radio. À tout de suite. Merci de m'avoir invité.